vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo autour de la communication non violente, de la CNV. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui a vraiment changé ma vie. J'ai découvert ça à peu près il y a 2 ans. Ça a changé ma vie en termes de relations, en termes d'autonomie émotionnelle, personnelle. Ça m'a permis de reprendre ma responsabilité, de reprendre mon pouvoir personnel aussi. Et donc je suis vraiment très très heureuse de vous présenter ce sujet sur PAWA parce que voilà, pour moi la CNV, la communication non violente, si tout le monde avait la capacité de comprendre exactement à quoi ça sert, comment s'en servir, eh bien je pense que le monde serait beaucoup plus beau, beaucoup plus doux à vivre en tout cas. Donc j'avais déjà envie de commencer cette vidéo en vous lisant une première définition de la communication non violente selon Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg, c'est un petit peu le père de la communication non violente. Je vous conseille d'ailleurs de lire son livre « Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs », où il parle vraiment des grands principes de la communication non violente. Et donc je voulais vous lire une citation qui lui appartient pour bien arriver à comprendre ce que c'est la CNV. Donc la CNV, c'est une philosophie, une attitude et un ensemble d'outils et de concepts. Son objectif principal est de nous faire réaliser que nous sommes tous guidés par le besoin de préserver et améliorer la qualité de notre existence. Dans la CNV, il y a vraiment cette notion où on reprend son pouvoir, on remet de la conscience en fait dans tout ce qui nous traverse, dans ce qu'on va ressentir, observer. Il y a vraiment toute une méthode, tout un cheminement qui nous permet en fait de plus nous victimiser, de ne plus être dans la manipulation, de ne plus être dans l'attente que l'autre devine nos besoins et comble nos besoins. Donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'on reprend aussi son pouvoir, c'est qu'on est capable de s'observer, de comprendre ce qui nous traverse, de voir quels sont nos besoins. Parce que dans ce concept de CNV, l'idée c'est vraiment d'arriver justement à observer les émotions, les besoins, pour adopter la meilleure stratégie qui puisse nous permettre de justement venir nourrir les besoins qui ont besoin d'être entendus, d'apaiser en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc le but de la CNV, c'est pas d'obtenir ce qu'on veut, mais obtenir le lien humain dans la relation qui permettra à chacun de voir ses besoins satisfaits. C'est là où il y a une différence entre utiliser la CNV comme une sorte de manipulation et utiliser la CNV comme quelque chose d'harmonieux et d'équilibré pour que chacun puisse avoir ses besoins qui sont rejoints. Parce qu'en fait, en général, les disputes et quand il se passe des choses pas très alignées dans nos relations, etc., c'est quand on n'emploie pas la bonne stratégie. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire culpabiliser l'autre, on va essayer de le manipuler, on va essayer d'avoir de l'emprise, on va avoir une forme de chantage. On va utiliser tous les moyens stratégiques pour que l'autre nous rejoigne ou adhère à ce qu'on dit, adhère à nos besoins, vienne combler des manques, etc. Sauf que du coup, on n'utilise pas du tout les bonnes stratégies parce que c'est des stratégies, encore une fois, de contrôle, de manipulation. Alors que là, dans la communication non violente, on va utiliser des stratégies bienveillantes, ouvertes, honnêtes, authentiques, pour que l'autre puisse entendre nos besoins et que chacun ait envie de rejoindre les besoins de l'autre pour que tout se passe au mieux. Donc elle est là la véritable différence, c'est qu'on a tendance à confondre la stratégie qu'on emploie et les véritables besoins qui ont besoin d'être entendus et le moyen qu'on peut mettre en place pour que justement ils soient rejoints. Et ça c'est très important parce que c'est en général ce qui cause le plus de problèmes dans nos échanges. Donc l'idée de la CNV, c'est vraiment de créer une relation de qualité avec soi-même et avec les autres pour satisfaire nos besoins. Parce que quand on parle d'amour de soi, d'être en amour pour soi, etc., c'est là où en fait, si on n'est pas capable déjà de se connaître, de s'apprécier en toute authenticité, en toute humilité, de se voir dans ses défauts, dans ses qualités, d'embrasser pleinement qui on est, comment peut-on faire pour que l'autre puisse entendre justement qui nous sommes et nos besoins? C'est-à-dire que si moi je nie constamment mes besoins, que je ne m'autorise pas à être, que je ne m'autorise pas
à poser des limites, que je ne m'autorise pas en fait à me sentir légitime de dire ce que je ressens, etc. Comment, comment est-ce que ça va être possible que l'autre puisse l'accepter? Donc c'est pour ça que dans la CNV et dans l'autonomie émotionnelle, il y a vraiment ces deux parts. C'est d'une partie, comment est-ce que j'arrive à moi me reconnaître dans mes besoins et à venir les nourrir à mon niveau, et comment est-ce que j'autorise ensuite l'autre à pouvoir me rejoindre aussi dans mes besoins. Donc la CNV, il y a vraiment un besoin de dialogue authentique, sincère, respectueux. C'est pour ça qu'il y a aussi vraiment toute cette notion de bienveillance, de compassion, d'ouvrir son cœur, de se mettre dans un lien authentique avec l'autre et de ne pas être encore une fois dans la manipulation ou simplement avec une démarche mentale, psychique, d'essayer de comprendre, ok, donc là c'est comme ça, comment est-ce que je peux arriver à me comporter? On est obligé de descendre dans l'espace du cœur et dans l'espace des ressentis quand on utilise la CNV, parce que comme on va le voir dans les 5 étapes, si on ne passe pas par le ressenti, c'est très difficile d'arriver à se mettre en lien avec l'autre de façon authentique et vulnérable. D'ailleurs, je pose ici que quand on est dans une démarche d'ouverture de cœur, de communication non violente, de se mettre en lien véritablement à l'autre, il y a souvent un rempart qui nous empêche d'ouvrir notre cœur et qui nous empêche d'aller dans ce sens-là. Et ce rempart, c'est l'orgueil. L'orgueil qui prend naissance dans notre ego. Notre ego qui n'est absolument pas notre ennemi. On a besoin d'un orgueil, on a besoin d'un ego, pardon, le lapsus. On a besoin d'un ego pour prendre notre place dans le monde, pour reconnaître nos qualités, avoir confiance en nous, reconnaître toute notre capacité à rayonner, à être leader, etc. Mais en même temps, notre ego, c'est un petit peu comme un enfant capricieux, c'est-à-dire que si on lui laisse trop de place, il va un petit peu faire l'enfant dictateur à l'intérieur de nous. Donc il faut un petit peu lui expliquer aussi que c'est pas lui le chef et que c'est pas à lui de mener la barque tout seul. Donc l'orgueil, c'est ce qui va nous empêcher d'aller dans ce lien authentique, respectueux, sincère. C'est ce qui va nous empêcher d'ouvrir notre cœur. Donc c'est très important de repérer les espaces où on est dans l'orgueil, quand on est dans des conflits ou quand on traverse des situations. Parce que quand on est dans cet espace d'orgueil, on sait que le mouvement à faire vient de nous. C'est-à-dire que, voilà, je viens de me disputer avec quelqu'un. Si je ne veux pas reconnaître ce qui m'appartient, si je ne veux pas faire un pas vers l'autre, essayer de le comprendre, lui dire ce que moi j'ai ressenti, me mettre un petit peu vulnérable face à lui, il n'y aura aucune résolution possible. On va rester campé sur nos positions. Je veux dire, ah non, il n'y a pas de raison, je vois pas pourquoi c'est moi encore qui ferai un effort d'aller vers lui. Lui aussi, il pourrait se bouger. Je vois pas pourquoi c'est tout en moi qui fait un pas en avant. Ou alors, non mais il m'a dit des trucs horribles. Je vois pas pourquoi est-ce que j'irais m'excuser ou est-ce que j'irais lui parler. Là, on est dans un espace d'orgueil et à partir du moment où on est dans cet espace, il y a très peu de résolutions possibles, et si les deux restent dans leur espace d'orgueil, ça va être très compliqué de débloquer la situation. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'en général, un conflit se résout ou commence à se débloquer quand il y en a un qui sort de son orgueil et qui va dire « Bon, écoute, voilà, je m'excuse, j'ai été touchée par ce que tu as dit, j'ai eu beaucoup d'émotions qui sont remontées, c'est venu toucher cette part-là de moi, cette blessure. » Et j'ai pas réussi à réagir différemment que la façon dont j'ai réagi parce que j'ai été touchée dans une de mes valeurs ou blessures profondes. Et voilà, est-ce qu'on peut en discuter, etc. Et à ce moment-là, l'autre peut se mettre en empathie avec nous. C'est ça qui est très très important aussi, c'est que si vous cherchez l'empathie de l'autre, si vous cherchez que l'autre puisse vous entendre, vous voir, vous accueillir pleinement tel que vous êtes, et faire un pas vers vous, encore une fois, c'est en étant dans cette vulnérabilité et en vous mettant un petit peu à nu. Mais si vous restez dans un espace d'orgueil, il y a très peu de chances que l'autre arrive à se mettre en empathie avec vous. Et en général, c'est l'empathie qui fait qu'on a envie de pouvoir répondre aux besoins de l'autre, aller dans son sens, créer un lien. Voilà, donc si vous ne suscitez pas l'empathie en vous mettant dans un espace de vulnérabilité et en lâchant un petit peu les barrières de l'ego,
ce sera beaucoup plus difficile d'arriver à être dans des relations harmonieuses. Donc, dans la CNV, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est formuler précisément ce qu'on souhaite. Donc ça, on va en reparler aussi. Mais il y a aussi toute cette notion qu'on a tendance un petit peu à oublier, c'est que on croit que parce que l'autre nous connaît ou parce que l'autre nous côtoie, il devrait être capable de connaître nos besoins, de savoir comment on fonctionne. Mais l'autre n'est pas devin. Même si on est en couple depuis des années et qu'on se connaît très très bien ou qu'on est amis depuis 15 ans, l'autre n'est pas devin et il ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, il ne peut pas savoir quelle émotion on a, il ne peut pas savoir quelle blessure c'est venu toucher, pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça, dans quel état émotionnel on est. Donc c'est important en CNV de préciser ces choses-là et de ne pas laisser de flou, de ne pas laisser trop de place à l'interprétation parce que c'est justement ces interprétations-là qui créent en général des espèces de nébuleuses qui finissent par grossir et devenir des énormes... des espèces on va créer des égrégores, on va créer des créatures qui vont devenir immenses et ce sera très difficile d'arriver à une forme de clarté et de neutralité. Donc l'avantage de la communication non violente et vraiment sa force, c'est le fait de se réapproprier la confiance, sa confiance en soi et se réapproprier aussi ses ressources personnelles, c'est-à-dire se rappeler que on n'est pas victime et qu'on n'est pas tout le temps à la merci de notre environnement extérieur. C'est reprendre confiance dans sa capacité à se nourrir soi-même, à répondre à nos propres besoins, à savoir exactement ce qui nous traverse, à retrouver aussi nos ressources, parce que nos ressources, c'est être capable de se rendre compte qu'en fait on a du discernement, qu'en fait on est capable d'être autonome, en fait on est capable de communiquer, toutes ces choses-là qu'on pourrait avoir tendance à oublier et, voilà, parce qu'on a pu se diminuer toute notre vie depuis qu'on est enfant, on a traversé pas mal d'expériences difficiles et donc là de se rappeler qu'en fait si j'identifie clairement mon besoin, mon émotion, et bien dans ce cas-là je deviens mon propre parent et je peux venir prendre soin de moi sans avoir tout le temps besoin que l'extérieur vienne me nourrir. Et c'est là en général où la véritable autonomie peut se mettre en place parce que sans forcément non plus se couper de l'extérieur, hein, ça ne veut pas dire que parce qu'on devient autonome, on devient 100% indépendant et qu'on n'a plus besoin de personne. L'idée c'est vraiment, quand je suis traversée quelque chose, je vais d'abord pouvoir le gérer à mon niveau, je vais pouvoir voir quel est le besoin, je vais voir si je suis capable d'y répondre par moi-même dans un premier temps et ensuite comment l'autre peut me soutenir dans cette réponse à mon besoin. Et donc c'est là où on se rend compte que on est en même temps capable d'être épanoui au niveau individuel et ensuite au niveau collectif parce que le propre de l'être humain, c'est justement, il a profondément besoin de se réaliser par lui-même, donc de façon personnelle et individuelle, mais il a aussi besoin d'être en lien avec l'extérieur et avec le groupe, avec le collectif. Et parfois, ce qui est difficile, c'est justement qu'on a tendance à soit vouloir juste se fondre dans le groupe, n'exister qu'à travers le collectif, nier complètement nos besoins, oublier complètement qui nous sommes, vraiment ne jamais dire non, ne pas poser de limites parce que c'est très 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 important qu'on ait cette appartenance au groupe. Ou alors à l'inverse, on va complètement se couper du groupe parce qu'on ne sait pas comment agir par rapport au groupe, on ne sait pas comment communiquer, on ne sait pas comment poser nos besoins, on ne sait pas comment arriver à dire les choses avec bienveillance, avec justesse. Et donc du coup, plutôt que de faire des erreurs ou de souffrir, on va rester dans notre coin, on va se fermer, on va fermer notre cœur. Et à ce moment-là, on va souffrir d'être coupé du collectif. Donc tout ce principe aussi de CNV, d'autonomie émotionnelle, ça nous sert à arriver à être en même temps en harmonie avec le collectif et à être en harmonie avec nous-mêmes au niveau individuel. Donc je vais maintenant vous donner les 5 grands piliers de la CNV, de la communication non violente, qui sont l'intention. L'intention, c'est le premier niveau, c'est-à-dire mettre une intention de qualité de connexion. Donc la première intention, c'est ça, c'est je choisis d'être en conscience, de me connecter à moi-même et ensuite, si besoin, avec l'autre. Ça, c'est le premier pilier, vraiment l'intention, de ne pas être en mode pilote automatique, robot, à pas trop comprendre ce qui se passe. C'est vraiment,
voilà, être capable de s'observer, de placer l'intention que les choses soient connectées et qu'on puisse être pleinement connecté à soi et éventuellement à l'autre. Ensuite, le deuxième grand pilier qui se découpe donc en 4 sous-parties, ça va être l'attention. Donc l'attention des deux côtés. L'attention de ce qui se passe à l'intérieur de moi et l'attention de ce qui se passe à l'intérieur de l'autre. Pour que justement les deux puissent se rejoindre de façon harmonieuse. C'est pas juste je fais attention que à mes besoins ou je ne fais pas attention ou je fais attention que aux besoins de l'autre. Là, l'idée c'est vraiment de mettre une attention sur les deux côtés de ce qui se passe. Donc, le premier des sous-piliers de l'attention, c'est l'observation. Observation, donc c'est les faits. Les faits, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'observe autour de moi, en moi, quelle est la situation au niveau factuel, sans qu'il y ait d'interprétation. On peut... C'est vraiment, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'interprétation. Par exemple, je rentre chez moi, c'est le bazar, la vaisselle n'a pas été faite, il y a du linge qui traîne partout, le ménage n'a pas été fait depuis plusieurs jours, voilà, c'est un peu le chaos. Ça, c'est l'observation factuelle, il n'y a pas encore de jugement. Ensuite, donc ça va être aussi l'observation factuelle des deux côtés, hein, vu qu'on est toujours des deux côtés dans la relation, c'est-à-dire mon observation factuelle et l'observation factuelle de l'autre. Qu'est-ce que chacun observe au niveau factuel? Quelle est sa façon de voir la situation? Ensuite, la deuxième chose, ça va être le sentiment. Donc quelle est l'émotion, quel est le ressenti que je ressens à la vue de cette situation. Donc peut-être que là, dans ce cas-là, moi je vais ressentir de la colère, peut-être aussi une forme d'oppression, de frustration. Voilà, on va revoir ensuite en détail les critères de chaque caractéristique. Mais moi ça peut être ça, voilà, je vais me sentir frustrée, en colère, oppressée, voilà. Ça va être mes émotions, mes sentiments. Et donc, derrière, il y a un besoin. Derrière chaque émotion, il y a un besoin. L'émotion, elle débarque jamais par hasard. C'est une messagère, l'émotion. Donc, derrière, il y a un besoin. Donc, tout de suite, je vais essayer d'observer et de dire, ok, bon là, j'ai ces émotions-là qui sont présentes. Qu'est-ce que j'ai comme besoin derrière ces émotions? Qu'est-ce qu'elles viennent me dire? Bon, bah, moi, je sens que j'ai le besoin qu'il y ait de l'ordre. J'ai besoin de me sentir respectée dans mon environnement. J'ai besoin d'être entendue parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. J'ai aussi besoin de calme, de ressourcement parce que je suis épuisée et que j'ai passé une journée très compliquée. Voilà, il peut y avoir tous ces besoins-là qui se trouvent derrière ces émotions-là. D'où l'importance de bien les identifier parce que la dernière étape, c'est l'étape de la demande. Donc là, c'est comment est-ce que je me mets en connexion et comment est-ce que je me mets en action. Et une demande, c'est quelque chose de clair. Donc c'est-à-dire basé sur ce que j'ai observé, ce que j'ai ressenti et mes besoins, je vais faire une demande. Donc ça peut être une demande à l'environnement, au contexte, etc. Ou dans ce cas-là, une demande par rapport à l'autre. Donc là, la demande, ça peut être, écoute, moi je rentre d'une journée très difficile, chargée, j'ai vraiment besoin de clarté, d'organisation, d'ordre, de ressourcement. Est-ce que tu serais d'accord pour ranger les vêtements, faire un petit peu de ménage, moi je m'occupe de la vaisselle et ensuite derrière on peut se poser tranquillement et on est bien, on est au calme. La demande, on va en reparler, mais c'est pas j'en ai marre, je suis fatiguée, range tes chaussettes. Parce qu'à partir du moment où on donne une injonction, on sait très bien que ça va pas être forcément très bien reçu. Voilà, donc c'est vraiment ces 4 étapes-là qui permettent de mettre en place une communication non violente. Donc on va reprendre un petit peu plus en détail les 4 piliers pour que vous arriviez à bien voir quels sont les critères et les caractéristiques de chaque étape pour que vous arriviez à les mettre en place aussi dans votre quotidien. Donc l'observation, on l'a vu, c'est des faits qui sont neutres, c'est-à-dire il n'y a pas de perception, il n'y a pas d'interprétation. Par exemple, je rentre dans la pièce, je ne vais pas dire tout de suite... l'observation, c'est que je vois que les choses sont désordonnées, qu'il y a une forme de chaos, que la vaisselle n'a pas été faite, qu'il y a des choses qui traînent. Ça, c'est factuel. Mais par contre, si je commence à dire
j'observe que c'est le bazar, qu'il n'a rien fait en rentrant, que que tout est en bazar, que de toute façon il m'a pas respecté, qu'il m'a pas écouté, blablabla, que je commence à rentrer dans une forme d'histoire, là on n'est plus dans le domaine des faits, on est déjà dans une interprétation. Il faut aussi arriver à se rendre compte que ça ne passe pas à travers le filtre de nos perceptions. Donc par exemple, je sais pas dire, si on prend un autre exemple où il peut y avoir un conflit, on est à table, voilà, on est à table et on est en train d'échanger et en fait, mon partenaire, par exemple, ne m'écoute pas, il est en train de faire autre chose, etc. Bon, bah là, l'observation, c'est mon partenaire ne m'écoute pas car il est en train de faire autre chose et il n'y a pas de réponse de sa part. Observation. Si je mets ma perception et mon interprétation par-dessus, ça peut être de toute façon, mon partenaire s'en fout de moi, ça l'intéresse pas ce que je dis, il m'écoute pas, il en a rien à faire. Il est plus occupé par autre chose, je suis pas sa priorité. Tout ça, ça devient tout de suite des interprétations, donc on n'est plus dans un fait neutre. Donc restez bien sur l'observation neutre de ce qui se passe, pour ne pas commencer à mettre justement des jugements, des interprétations et à attribuer à l'autre une action ou un ressenti qui ne serait peut-être pas juste parce qu'en fait lui il va avoir sa propre perception de ce qui se passe, pourquoi il fait ça, et nous on aura la nôtre. Donc c'est pour ça qu'on reste sur un terrain neutre pour l'observation, c'est très important. Ensuite, la deuxième étape, donc le ressenti, c'est vraiment arriver à identifier clairement les émotions qui nous traversent. Donc là il y en a une multitude, mais je vais quand même vous donner, il y a 5 grandes catégories d'émotions en négatif, entre guillemets, on va dire en inconfortable et en confortable. Donc en inconfortable, on a toutes les émotions qui sont en lien avec la peur, donc ça va être l'angoisse, l'anxiété, le souci, le doute, etc. Quoique le doute, ce sera plus dans la confusion. Ensuite, on a toutes les émotions qui sont en lien avec la tristesse, donc le désespoir, la mélancolie, voilà, toutes les émotions qui sont en lien avec quelque chose de triste, de difficile, etc. Ensuite, on a les émotions qui sont en lien avec la tension, donc ça va être je suis stressée, je suis nerveuse, je me sens tendue, je me sens oppressée, comprimée, toutes les émotions en lien avec la tension. Donc ensuite, on a les émotions de confusion, donc ça va être le doute, l'incompréhension, le flou, voilà, toutes les émotions qui sont en lien avec le fait qu'on soit un peu perdu, le fait d'être perdu. Et en dernier, c'est la fatigue, donc l'épuisement, voilà, je me sens épuisée, je me sens fatiguée, je me sens éreintée, je me sens à plat, toutes ces émotions-là, c'est du domaine de la fatigue. Donc là, on a 5 catégories qui sont en lien avec ces émotions-là. Et c'est bien important d'arriver à aller le plus précisément possible dans l'émotion pour que vous ayez plus de facilité derrière à déceler le besoin. Il y a aussi 5 catégories d'émotions confortables ou positives, parce qu'on n'est quand même pas tout le temps dans le négatif, hein, il y a aussi plein d'émotions positives, où là, il y a le calme, donc je me sens serein, apaisé, etc. Ensuite, on va avoir l'affection, je me sens amoureuse, amicale, proche de quelqu'un, je me sens voilà, en confiance, etc. Ensuite, on a les émotions qui sont en lien avec la joie, donc je me sens épanouie, je me sens en gratitude, je me sens en extase, etc. Les émotions qui sont en lien avec l'intérêt, donc je suis dans l'excitation, dans la curiosité, dans l'engouement, etc. Et ensuite, les émotions qui sont en lien avec l'énergie. Je me sens dynamisée, je me sens motivée, je me sens voilà, pleine d'énergie, pleine de vie, dans l'envie, dans un élan, etc. Donc là, vous avez les 5 catégories d'émotions positives. Donc déjà, à chaque fois quand vous traversez quelque chose, essayez de bien discerner dans quelle catégorie se trouve votre émotion et essayez d'aller bien mettre des mots précis dessus. Par exemple, plus vous direz... ah oui, il peut y avoir la colère aussi. La colère, elle est dans la tension en général. C'est dans les émotions de tension.
Plus vous allez aller précisément dans l'émotion et plus vous serez capable de voir quel est le besoin derrière. Attention aux évaluations masquées, c'est-à-dire on peut avoir tendance à confondre un ressenti, une émotion, avec une interprétation émotionnelle. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, je me sens abandonnée. Ça induit que l'autre m'abandonne. Mais ça, c'est moi qui interprète que l'autre m'abandonne. C'est pas une émotion neutre, entre guillemets. Il y a une interprétation par rapport au ressenti. Je me sens coupable. Ça veut dire que l'autre, ça induit que l'autre me culpabilise. Je me sens pas entendue. Ça induit que l'autre ne m'écoute pas. Donc, à partir du moment où il y a une induction, où on attribue un rôle à l'autre, on n'est pas dans une émotion dite neutre, entre guillemets, parce qu'il y a déjà une interprétation dans l'émotion. Donc, c'est une interprétation qui ne part que de nous, qui ne parle que de nous. Et c'est intéressant parce que si vous avez tendance à dire je me sens pas entendue, je me sens coupable, je me sens empêchée, je me sens opprimée, je me sens abandonnée, je me sens rejetée, c'est que là vous attribuez à l'autre un comportement et une action sur vous qui n'est peut-être pas vrai, parce que c'est vous qui avez interprété l'émotion de cette façon-là. Donc voilà, c'est très important ça de faire la différence, et une fois qu'on a identifié l'émotion, on va essayer d'aller voir quel est le besoin derrière. Donc le besoin, c'est pareil, il y a déjà les besoins, c'est les forces motrices innées qui sont à l'intérieur de nous. Il faut savoir que l'être humain, pour arriver à s'épanouir, à s'incarner et à vivre pleinement son expérience humaine, il est tout le temps mis en mouvement par des besoins. Donc on se réveille le matin, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Ensuite, j'ai besoin de manger. Ensuite, je sens que j'ai besoin d'être stimulée. Ensuite, je sens que j'ai besoin de ranger, j'ai besoin d'ordre. Ensuite, j'ai besoin de me mettre en lien avec une amie. Ensuite, j'ai besoin de remanger à midi. J'ai besoin de me reposer parce que je dois digérer. J'ai besoin d'aller prendre l'air parce que je sens que je me sens enfermée. Vous voyez, en fait, c'est ça qui nous met en mouvement constamment, c'est nos besoins. Donc c'est pour ça que c'est important d'être capable d'entendre le besoin, de l'écouter et d'y répondre, parce que c'est ça qui nous met en fait tout le temps en mouvement dans le vivant et dans la vie. Et si on n'écoute pas nos besoins et qu'on les nie, qu'on les refoule, en fait on empêche la vie de nous emmener là où on doit aller, parce que ce sont nos besoins qui nous emmènent comme ça sur le juste chemin. Pardon. Voilà, donc il faut aussi savoir que les besoins sont universels, donc on a tous des besoins qui sont communs à tous les êtres humains. Tout le monde a les mêmes besoins, donc c'est l'avantage de pouvoir se comprendre les uns et les autres, c'est qu'on a tous des besoins communs. Et c'est aussi donc la cause de nos ressentis, c'est ce qu'on a vu. Un besoin est toujours la cause d'un ressenti, un ressenti est toujours un message par rapport à un besoin. On peut toujours mettre les deux en lien. Donc par rapport aux besoins, il y a aussi 5 catégories de besoins, de bien arriver à comprendre. On a les besoins, vous pouvez aller regarder aussi sur internet, vous avez la pyramide de Maslow, ça rejoint un petit peu cette idée-là, c'est une pyramide comme ça avec les 5 niveaux de besoins. C'est pas exactement les mêmes qu'en CNV, mais ça se rejoint. Donc le premier niveau, c'est le niveau de survie. C'est vraiment la base, ces besoins-là, c'est les besoins fondamentaux. Donc on va avoir les besoins d'abri, d'avoir un toit sur la tête, les besoins d'espace. Voilà, c'est justement ce qui est difficile hein, pendant le confinement qu'on a vécu. On avait profondément un besoin d'espace. Le besoin de repos, donc de sommeil, de pouvoir se reposer. Le besoin d'alimentation, le besoin de boire. Tous ces besoins-là, c'est des besoins vitaux qui sont vraiment nécessaires à notre vie. Donc ceux-là, à partir du moment où ils sont niés ou qu'on n'arrive pas à y répondre, c'est déjà très difficile. Ensuite, le niveau au-dessus, on a le besoin de bien-être. Le besoin de bien-être, ça va être l'autonomie, la confiance en soi, l'ordre, la clarté. Voilà, le fait que tout ce qui nous rend vraiment serein, etc., c'est ces besoins-là.
de se sentir autonome, de se sentir capable, etc. Tout ça, c'est des besoins de bien-être. Ensuite, le niveau au-dessus, on a les besoins de réalisation. Donc là, c'est les besoins de complétude, les besoins de découverte, de création. En général, c'est ces besoins-là qui sont très en lien avec notre travail, avec notre emploi et ce qu'on fait dans la vie. Si ce besoin de réalisation n'est pas nourri, n'est pas rejoint, on est souvent frustré, un peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire de notre vie, on n'est pas heureux dans notre boulot. Donc en fait, on traîne un peu la patte, on y va un peu à reculons, on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on fait. Parce que c'est souvent là où il y a un besoin de réalisation qui n'est pas rejoint. Ensuite, on a les besoins de relation. Les besoins de relation, donc vous avez l'amour, la communication, le respect, la bienveillance, en fait tous les besoins d'être en relation avec l'autre, de se sentir écouté, respecté, entendu, en harmonie, de la complicité, etc. Tout ça, c'est les besoins relationnels, donc cela il rentre beaucoup en jeu dans les amitiés et dans le couple, hein. Et en dernier, vous avez les besoins de célébration. Donc ça, c'est vraiment les besoins ultimes, les besoins de célébration des cycles, de la vie, de réalisation. Donc typiquement, quelqu'un qui va oublier, une amie chère qui va oublier votre anniversaire, bah, ça va venir toucher votre besoin de réalisation parce que c'est important pour vous de fêter cette étape dans votre vie. Et le fait que la personne n'y ait pas pensé, ne vous accompagne pas dans cette célébration-là, bah, ça va venir toucher ce besoin-là. Voilà, donc c'est important d'arriver à bien identifier à chaque fois la catégorie de besoin et quel est le besoin derrière, parce que c'est ça qui va vous permettre de formuler clairement votre demande derrière. Donc on a vu la demande c'est quelque chose de concret. L'idée de la demande, c'est de rendre votre vie plus belle. C'est de ne pas se dire que l'autre doit deviner, doit savoir ce qu'on pense, etc. Voilà, je pose concrètement de quoi j'ai besoin et j'essaie de voir avec l'autre comment est-ce qu'il peut arriver à me rejoindre en fait dans ma requête, dans mon besoin. Il faut aussi entendre que cette demande, elle peut être formulée à partir du moment où on est sorti de la vision de voir l'autre comme un ennemi. Donc tant qu'on est dans la réaction émotionnelle, tant qu'on est encore dans un petit peu l'émotion, on sent qu'on est touché, qu'on n'est pas capable d'avoir pris du recul, d'avoir pris le temps d'observer quel était le besoin, ça va être difficile de formuler une demande neutre et alignée parce qu'on va être encore dans l'émotion, donc on va encore être dans la réaction reptilienne de défense. Et pour pouvoir formuler une demande digne de ce nom en CNV, il ne faut plus voir l'autre comme un ennemi. Donc quand on est encore dans le conflit, c'est un petit peu plus compliqué. Donc une fois qu'on a transmuté l'émotion, qu'on a libéré le truc, qu'on a observé quel était le besoin, etc., là on va être capable de revenir et de lui dire « Bon écoute, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai observé, voilà ce que j'ai ressenti. Et en fait, je me suis rendu compte que derrière, il y avait ce besoin-là, etc. etc. Donc, j'aurais vraiment besoin qu'on en parle. Et donc là, on va formuler la demande. La demande, il y a des critères aussi. Déjà, la demande, elle se passe dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'on parle de là, maintenant. De quoi j'ai besoin concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour apaiser mon besoin. On ne va pas parler dans un mois, dans une semaine par exemple, dire oui voilà je sens que j'aurais vraiment besoin que les prochains jours tu fasses ça et blablabla. Blablabla. C'est dans l'instant présent. Le besoin il a besoin d'être nourri maintenant et en plus si on commence à dire voilà je sens que j'aurais besoin que le prochain mois tous les jours tu fasses ça, ça va mettre une espèce de pression et d'injonction à l'autre et ça ne va pas fonctionner. Donc c'est dans l'instant, qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser la situation, pour apaiser mes besoins et pour utiliser la meilleure stratégie pour que ça se passe bien entre nous. Ensuite, ça va être, donc elle s'adresse à quelqu'un cette demande, elle n'est pas floue, lancée dans l'espace, c'est précisément à quelqu'un. Est-ce que je vais demander à mon compagnon, est-ce que je vais demander à une amie, est-ce que je vais demander à ma famille ? Voilà, je précise ma demande à quelqu'un, je ne vais pas lancer comme ça dans l'espace... Ah voilà, j'aimerais bien qu'on m'écoute, j'aimerais bien ça, ci, ça. Non, je m'adresse véritablement à quelqu'un.
Ensuite, c'est quelque chose de concret, c'est-à-dire, on va reprendre l'exemple des chaussettes, du salon et du bazar. Quelque chose de concret. Est-ce que tu serais d'accord pour, voilà, toi tu t'occupes juste de cleaner un peu les vêtements qui traînent, de faire un petit peu de vaisselle et puis moi je m'occupe du reste et comme ça, voilà, on fait un petit peu chacun, on fait ça en 30 minutes et ensuite on se pose et on est tranquille. Et on va en reparler à la fin parce que c'est le dernier critère, mais vous voyez qu'encore une fois, on n'impose pas. C'est pas une injonction, c'est vraiment, on en discute. Est-ce que tu serais d'accord, etc. Mais c'est concret. Ou alors, quand c'est dans une relation, s'il y a une dispute par rapport au fait que quelque chose n'a pas été entendu, ça peut être, bah, écoute, est-ce que tu serais d'accord pour que là, on valide le fait que moi je ressens ça, qu'à partir de maintenant, si tu as des besoins, tu les poses, si tu sens que je vais trop loin, tu me le dis. Voilà, on en parle dans l'instant et c'est concret. Ensuite, donc, c'est un langage positif, c'est-à-dire, est-ce que tu serais d'accord pour m'accompagner à mettre de l'ordre, à ranger, etc. Ça va pas être oui, est-ce que tu pourrais arrêter de le mettre du bazar partout, etc. Parce que là, on est dans le négatif. Donc, encore une fois, il y a une forme de jugement. C'est du positif, c'est est-ce que tu es d'accord pour m'accompagner dans le rangement, pour qu'on fasse ça, chacun et l'autre, voilà. Il faut que ce soit aussi réaliste et réalisable. Donc par exemple, encore une fois, on va pas dire bon bah voilà, y a besoin de prendre une femme de ménage parce que de toute façon on s'en sort pas. Il faudrait vraiment que tout soit clean tout le temps parce que moi je supporte pas. Que tous les jours on fasse une heure de ménage tous les matins. Si on se rend compte que c'est pas réaliste et réalisable, ça va absolument pas nous aider sur le long terme et le problème va revenir. Donc il faut que ce soit réaliste par rapport à nos capacités et réalisable par rapport à nos moyens. Donc ça, c'est aussi des critères très importants. Ensuite, l'avant-dernier point, c'est de faire une démarche pas à pas. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place déjà comme première étape maintenant ? Et c'est pas tout de suite vouloir mettre en place un truc énorme avec toute une nouvelle stratégie et tout un nouveau mode de fonctionnement parce que peut-être que ça va demander du temps. Mais qu'est-ce qu'on peut faire comme premier pas pour se mettre à notre service déjà ? Et le dernier, c'est donc négociable. Ça, c'est sur la façon dont on va poser la demande. Donc c'est ce que je disais juste avant. Ça va être, est-ce que tu serais d'accord pour est-ce que tu sens que ce serait possible qu'on fasse ça ? Est-ce que ce serait ok pour toi que tu me soutiennes là-dedans ? Est-ce que tu te sentirais de faire ça, etc. Il y a une négociation en fait, il y a un compromis, on en parle ensemble, c'est pas j'ai besoin que tu fasses ça, fais ça s'il te plaît, quoi. Il n'y a pas d'injonction. On en parle ensemble, on ajuste ensemble, c'est négociable, voilà, c'est comme si on signait un peu un traité de paix. On va pas dire à l'autre voilà mes requêtes, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, donc c'est très important d'arriver à mettre en place ces différentes étapes parce que c'est comme ça qu'on va arriver à désamorcer les conflits, à se sentir bien au quotidien. Et en fait, vraiment, vous verrez que si vous arrivez à le faire de façon quotidienne et automatique, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de disputes, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore des conflits et que tout sera rose, mais il y aura comme un réflexe en fait qui va s'installer. Donc dès qu'on sent que hop, il y a un petit truc qui se met en branle, voilà, l'autre nous écoute pas, il a une réaction parce que lui aussi il traverse des choses, il n'y a pas que nous qui traversons des choses. Plutôt que de tout de suite se mettre en réaction et dire oh là là, etc. Et que les deux partent en feu d'artifice, on va avoir le réflexe de voir l'autre en fait aussi dans ses besoins et de se dire bon, là je sens qu'il est en train de traverser un truc, je vais prendre un temps de recul et je vais aller lui parler quand je sens que ce sera le bon moment, ou alors je vais pas rentrer en conflit maintenant, je vais faire mes trucs, on va en discuter après. Il y a comme une sagesse en fait qui va s'installer où on sent bien que ça sert à rien de se crier dessus, que ça sert à rien de culpabiliser l'autre, que ça sert à rien de l'attaquer et que si on veut que nos besoins soient rejoints constamment le plus possible de façon harmonieuse, c'est toujours d'utiliser la meilleure stratégie. Parce qu'on ne va pas se mentir, hein, la stratégie qu'on met en place pour arriver à être en harmonie l'un avec l'autre,
en vrai, on fait pas ça pour l'autre, hein. On fait ça pour nous. Si on a envie que l'autre puisse rejoindre nos besoins, être là pour nous, nous écouter, nous entendre, et justement partager toutes ces choses-là qui sont importantes, la meilleure stratégie qu'on va mettre en place, c'est pas pour rendre l'autre heureux, ça va être pour nous rendre nous heureux. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on est dans notre orgueil. On va se dire, ben non, je vois pas pourquoi ce serait moi qui craquerais en premier, qui baisserait les armes, qui irait le voir. Mais en fait, si on baisse les armes et qu'on sort de notre orgueil, qu'on ouvre notre cœur et qu'on va voir l'autre avec beaucoup d'amour et de compassion, oui, ça va lui être bénéfique, mais ça va surtout être une grande victoire pour nous. Et ça, il faut aussi s'en rappeler. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses à se rappeler constamment parce que ça peut tellement nous rendre la vie plus simple, plus douce, plus légère. Il n'y a pas de... On va vraiment se rendre compte qu'on n'est plus dans un pilote automatique, on n'est pas capable de prendre du recul sur ce qui se passe. Il y a quelque chose d'un petit peu magique qui se met en place et plus l'autre voit qu'en fait on est aussi à l'écoute de ses besoins, plus lui va avoir envie d'être à l'écoute des nôtres. Il faut savoir que le véritable amour, la définition de l'amour en communication non violente, c'est j'ai l'élan naturel de répondre, de nourrir les besoins de l'autre et ça ne me coûte pas. Ça, c'est le véritable amour, c'est-à-dire j'ai envie de nourrir les besoins de l'autre, ça ne me demande pas d'énergie, ça peut même m'en donner. Et naturellement, voilà, je suis dans cet élan nourricier en fait. C'est ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est ça, c'est pas l'attachement, le marchandage, la manipulation, l'emprise, tous ces mécanismes-là, c'est pas vraiment de l'amour. Donc, grâce à la CNV, on est vraiment capable de comprendre que derrière chaque émotion, il y a toujours un besoin. Et on est traversé par des centaines d'émotions tous les jours. Donc, si on se met vraiment en observation, on peut à chaque fois observer quel besoin il y a derrière. Et c'est très, très riche. C'est très riche d'enseignement, c'est très riche de prise de conscience. Ça nous permet vraiment de savoir qui on est, comment on fonctionne. Et c'est un véritable cadeau de pouvoir observer ça. C'est aussi un grand outil pour se responsabiliser, c'est-à-dire arrêter de chercher à l'extérieur un sauveur, arrêter de chercher à l'extérieur un bourreau. Ça nous permet justement de sortir de ce triangle infernal qui est victime, bourreau, sauveur. Parce qu'on a tout le temps tendance à, quand on est enfermé en fait dans notre prisme émotionnel, on va soit se mettre en victime parce qu'on n'est pas capable de répondre à nos propres besoins, donc on va tout le temps aller demander à l'extérieur que l'autre y réponde, mais vu qu'on est en victime et qu'on n'est pas capable de dire à l'autre exactement ce dont on a besoin, en général nos besoins ne sont pas rejoints. Ou alors on va se mettre dans une posture de bourreau, on va essayer d'attaquer, de manipuler, de faire culpabiliser pour que nos besoins soient rejoints, sauf que l'autre va se sentir justement oppressé et donc il va absolument pas avoir envie de rejoindre nos besoins. Ou alors, on va se mettre dans une posture de sauveur pour essayer d'être absolument nécessaire et j'ai plus le mot primordial, enfin vraiment d'être... Bon, le mot n'est plus là, mais quand on se met en sauveur, on prend une place pour que l'autre ait tout le temps besoin de nous, en fait. Et on essaie de se rendre indispensable. Voilà, c'était le mot que je cherchais. De se rendre indispensable pour que l'autre ait tout le temps besoin de nous. Sauf que c'est un cercle vicieux parce que le fait de se mettre tout le temps en sauveur, ça va venir nourrir la victime chez l'autre. Et le fait que l'autre se place en sauveur, ça va venir nourrir la victime en nous. Et ensuite, ce triangle reste tout le temps constamment comme ça et on n'est pas vraiment dans de l'amour, on n'est pas vraiment dans quelque chose de bénéfique pour l'un et pour l'autre. On va en fait simplement venir nourrir les blessures, les mécanismes un peu toxiques des uns et des autres. Donc pour sortir de ce triangle, c'est vraiment, je reprends ma responsabilité, je reprends mon pouvoir, j'observe ce que je ressens, ce qui m'appartient, quels sont mes besoins, comment je peux y répondre, comment je peux demander à l'autre concrètement du soutien. Et on avance ensemble comme ça, de façon autonome et responsable. Il n'y a plus de voilà, j'ai besoin de l'extérieur pour arriver à m'en sortir. Et quand on sort de la victimisation, quand on sort de ce truc de voir l'autre comme l'extérieur comme quelque chose de fataliste ou
voilà, l'autre de toute façon ne nous comprend pas, ne nous entend pas, on sera jamais entendu, on sera jamais épanoui, on pourra jamais être heureux. Tant qu'on est là-dedans, on nourrit notre victime intérieure en fait et on ne se responsabilise pas du tout et nos besoins sont de moins en moins rejoints parce que si on est tout le temps en train de se victimiser et dire que l'extérieur est responsable, forcément l'extérieur va se sentir jugé, il va absolument pas avoir envie de faire un pas vers nous. Donc vous voyez, ça devient un cercle vicieux alors que si je me responsabilise, que je montre que je suis droite dans mes bottes, que je sais qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs, je sais de quoi j'ai besoin, par quoi je suis traversée, ça veut pas dire que je suis une surhumaine et que j'ai jamais besoin qu'on vienne me soutenir et que j'ai besoin de personne. Ça veut juste dire que je fais de mon mieux pour arriver à être mon propre parent, à être ma propre mère, à être mon propre père, à m'offrir l'amour et la sécurité dont j'ai besoin. Et ça, c'est vraiment une clé pour pouvoir reprendre son pouvoir personnel, voilà, ne plus avoir besoin de validation de l'extérieur, devenir autonome, ne plus avoir besoin de l'extérieur pour se sentir bien, incarner sa propre souveraineté, c'est-à-dire voilà, moi je règne en mon château sur mes émotions, mes besoins, etc. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas accueillir des gens dans mon château. Je donne beaucoup d'images comme ça. Voilà, donc moi je vous invite vraiment à pratiquer la CNV et ça veut pas dire que ce sera facile, ça veut pas dire que vous arriverez à le faire tous les jours, mais un pas après l'autre, voilà, c'est un grand enseignement la CNV. Vraiment, moi je le vois dans mes relations avec mes amis, dans mon couple. À partir du moment où je traverse quelque chose, je prends conscience de ce qui est en train de se passer, je sors dans mon orgueil, j'attends que ça passe et je retourne voir l'autre avec le cœur ouvert en essayant de lui dire écoute, dis-moi ce que tu ressens, de quoi est-ce que tu as besoin, est-ce que je peux te soutenir, est-ce que je peux t'accompagner, voilà moi ce que j'ai ressenti, voilà moi de quoi j'ai besoin, comment est-ce qu'on peut arriver à se rejoindre l'un et l'autre. C'est dans ces espaces-là qu'il se passe des choses magiques et qu'on grandit le plus parce que l'espace de la relation, c'est un espace de croissance immense au niveau personnel et spirituel. On aura beau lire tous les livres qu'on veut, faire toutes les retraites, les enseignements, aller dans des centres de méditation, être avec plein de maîtres spirituels, etc. Pour moi, le plus grand maître, ça reste quand même l'autre dans la relation. Et si on accepte qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre, que c'est un miroir qui nous renvoie en fait toutes nos blessures, tous nos mécanismes, tous nos comportements, alors ça devient très riche et on peut vraiment arriver à chérir ces relations comme des espaces de transmutation incroyables. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, que vous allez utiliser la communication non violente au quotidien. N'hésitez pas à aller vous renseigner encore sur le sujet, à aller lire le livre de Marshall Rosenberg. Il y a plein de choses qui existent aussi autour de ça, mais en tout cas, voilà, pratiquez. Plus vous allez pratiquer dans vos relations à votre niveau, plus vous allez observer ce qui se passe et plus vous allez devenir autonome et vous sentir en harmonie dans votre vie. Voilà. N'hésitez pas aussi à partager sur le groupe, dans la tribu Pawa, si vous avez expérimenté des choses, si vous avez eu des prises de conscience, on sera vraiment ravis de l'entendre. Moi, je vous souhaite une très belle journée, une très belle exploration, une belle intégration de tout ça. Et peut-être à une prochaine fois dans d'autres vidéos.